Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, GMT. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, disait Lamartine. Cette assertion n'a jamais autant été vérifiée comme en ce moment par les populations de Douala, Yaoundé et autres villes du Cameroun, où les hommes de la Société d'hygiène et de salubrité du Cameroun exerçaient au quotidien. Vendredi 22 octobre 2021, les employés d'Isakam ont bloqué l'entrée de la décharge d'un Kolfoulou dans le département de la Meufou et Afamba. Non loin de soi, le 26 octobre 2021, la direction générale est envahie par le personnel en arrêt de travail. Le service de collecte des ordures ménagères est fortement perturbé sur l'ensemble du territoire depuis plus d'une semaine. Le personnel en grève d'Isakam réclame le paiement de près de 3 mois d'arriérés de salaire. Dans une note d'information du président directeur général d'Isakam, rendu public le 1er octobre 2021, Michel Ngapanoun reconnaissait que, je le cite, la situation est due à l'accumulation à un niveau intenable des créances vis-à-vis de l'État du Cameroun et des collectivités territoriales décentralisées qui représentent plus de 8 mois de prestations non payées. Fin de citation. Une situation paradoxale quand on se souvient que Isakam, en août dernier, s'est doté d'une importante quantité de matériel roulant, soit 100 nouveaux camions d'une valeur de près de 12 milliards de francs CFA. À quelques mois du début de la grande messe du football africain en terre camerounaise, l'État et les collectivités territoriales décentralisées ont tout intérêt à éponger rapidement cette ardoise d'environ 10 milliards de francs CFA afin que les milliers de touristes qui vont descendre sur les 6 sites appelés à abriter la compétition ne se fassent une autre idée du Cameroun. Les démarches, nous apprentons, ont été initiées par la direction générale auprès des prestataires pour que cette dette soit soldée en partie. Michel Ngapanoun a promis de payer avant le 1er novembre 2021 cette partie de la dette. Madame, Monsieur, nous sommes le vendredi et c'est cette journée que vous avez l'occasion de retrouver une fois de plus Nadine Yambou pour le 20h du vendredi. De lundi à vendredi, vous le savez déjà, c'est Cédric Noufélé qui officie. Vendredi, Nadine Yambou sera là, elle sera là à 20h. Je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Situation des ordures ménagères dans nos villes. Faut-il attendre la décrépitude pour honorer ses engagements? Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir. Il est là déjà. Bonsoir, Emmanuel Couillet. Bonsoir, Serge Alain. Merci de convier le mouvement pour la naissance du Cameroun à cette réflexion qui est très importante, qui concerne, n'est-ce pas, la vie de nos cités. Je dis bonsoir comme ça à tous vos millions de téléspectateurs et surtout bonsoir à mon copanéliste. Voilà, le copanéliste, il est là. Lui, c'est Elie Tchema. Bonsoir. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à mon copanéliste. Bonsoir à tous vos téléspectateurs, toujours très nombreux. Et surtout, bonsoir à l'équipe Equinox. Voilà, nous attendons toujours André Luther Meka du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et Serge Bikoy qui sera sûrement là. Il nous vient de Yaoundé. Bon, on commence avec vous. Il est 19h. Les téléspectateurs, ils n'attendent pas. Le rendez-vous, c'est 19h. Vous avez l'impression que l'État est un mauvais payeur? Qui veut lancer le débat? Près de 8 milliards. Élitement. Merci Serge Alain. Vous me demandez si j'ai l'impression, c'est pas à moi de dire, puisque j'ai pas de prestations avec l'État. Oui. Mais à la lecture de vos propos d'entrée, je crois bien que le président directeur général d'Isakam précise qu'il est dans cette situation à cause des impayés de l'État et des collectivités territoriales décentralisées. Par conséquent, votre question trouve sa réponse. Donc,
ce fait avec Isakam est coutumier. Peut-être que le cas du contexte actuel devient plus grave en raison de l'événement qui nous attend. Oui. Mais on sait très bien que chaque année, ou bien tous les 2 ans, on a une crise de déchets non ramassés dans nos villes. Alors, la question à se poser aujourd'hui, c'est qui est vraiment responsable de cette situation que je dirais plutôt permanente, puisque chaque année on recommence. Il y a ce problème. Alors, l'objet de ce débat de ce soir doit être de se demander pourquoi cela arrive tout le temps. Si vous permettez, je vais devoir convoquer ici les textes au Cameroun, parce que au moment où nous parlons de décentralisation, de régionalisation et de tout, la question que je me pose est de savoir, en réalité, qui s'occupe des ordures ménagères. Alors, j'ai ici un texte, si vous permettez. On dit, les institutions d'exécution concernant les déchets, c'est les collectivités territoriales décentralisées et les acteurs non gouvernementaux. Dans le premier cas, les collectivités territoriales décentralisées, la commune est une collectivité publique décentralisée et une personne morale de droit public. Elle gère les affaires locales sous la tutelle de l'État en vue du développement économique, social et culturel de ces populations. C'est l'article 1 de la loi 74-23 du 5 décembre 74 portant organisation communale. Dans le contexte de la décentralisation, à l'époque, on observe le transfert des responsabilités en matière d'exploitation et de gestion des équipements de proximité au profit des communes. 3 grandes communes existent au Cameroun. Les communes urbaines et les communes rurales. Et il existe 2 communes urbaines de Douala à l'époque. Oui. Alors, je vais vous préciser ici que dans ce texte-là, on précise ceci. Les communes urbaines d'arrondissement, elles ont été créées en 87 par la loi, 87. Par la loi 87-015 du 15 juillet 87 portant création des communes. Au terme de l'article 11, les communes urbaines d'arrondissement sont compétentes dans les domaines exécution de lois et règlements, enlèvement et traitement des ordures et des déchets, épuration des eaux usées, assainissement, police des établissements dangereux, insalubres et incommodes, action sanitaire sociale. Alors, ça, c'était un texte de 74. Je vous présenterai ici le décret numéro 2012-2809 du Premier ministre du 26 septembre 2012, qui dit, et ce présent décret fixe les conditions de tri, collecte, de stockage, de transport, de récupération, de recyclage, de traitement et d'élimination finale des déchets. Et on dit, chapitre 2, du tri, de la collecte, du transport, du stockage des déchets, du tri de la collecte. Toute activité de collecte des déchets ménagers est assurée par les collectivités territoriales décentralisées en liaison avec les services compétents de l'État. Alors, on vous dit, les collectivités territoriales décentralisées élaborent en liaison avec les services compétents de l'État un plan communal ou intercommunal de gestion des déchets ménagers et assimilés qui définit les opérations de tri, de pré-collecte, de collecte, de transport, de mise en décharge, de traitement, de valorisation et d'élimination. Le plan communal ou intercommunal tient compte des orientations de la stratégie nationale de gestion des déchets. Il définit notamment les zones. J'irai plus loin, ce plan est établi pour une période de 5 ans. Oui, oui. Bon, et renouvelable. On vous a compris. Oui, on vous a compris, librement. Est-ce que ce plan de 5 ans, j'ai situé ainsi les textes de loi pour que ça nous permette de comprendre où sont les responsabilités. On dit toujours, on a toujours de très bons textes. Voilà, comme d'habitude. Voilà. Vous voulez nous faire comprendre, donc, c'est le travail dévolu aux collectivités territoriales décentralisées. Selon les textes. Selon les textes. Mais lorsqu'on lit, lorsqu'on entend le PDG d'Isakam, les collectivités ont aussi, quelque part, c'est-à-dire dans ce que Isakam réclame, et l'État
Il y a l'État et il y a aussi les collectivités territoriales décentralisées. Tout à fait. Alors, je posais ceci comme base pour que ça nous permette de mieux discuter, parce qu'on est à l'heure de la décentralisation et de la régionalisation. Justement. Et on est dans une situation où, dans ce pays, aujourd'hui, on se plaint de tous les pouvoirs centralisés. Oui. Or, il se fait là que les textes sont assez clairs là-dessus, Oui. et c'est quand même incompréhensible que chaque année, ce problème se pose avec le Pérols. Voilà. On accueille Serge Aimé Bikoy, bonsoir. Bonsoir, c'est Charles Retour. Salut à tous les co-panélistes. Bonsoir André Dutermeka. Bonsoir à tous les milliers de téléspectateurs de Kinon Soir. Voilà la question, je l'ai posée d'entrée de jeu, près de 10 milliards que Isakam réclame et à l'État et aux collectivités territoriales décentralisées. Je reste sur l'État. Manuel Kounié, l'État est-il un mauvais payeur? Tout à fait, l'État est un mauvais tout payeur. à fait. C'est connu de tout le monde. Hein, parce c'est que connu de tout le monde. La dette intérieure de l'État le prouve. Puisque quand M. Bipol Moutazé est arrivé au ministère des Finances, la première des choses, il a voulu faire une expertise de la dette. Hein, cette dette intérieure qui était de l'ordre de plusieurs centaines de milliards. Et après un mois d'expertise, on nous a dit qu'il a ordonné le décaissement de 15 milliards pour payer certaines entreprises, mais cette dette était déjà évaluée à ça approchait déjà les 500 milliards. C'est la dette des PME. Alors on s'est demandé qui on devait payer. Est-ce qu'on devait payer les entreprises qui étaient déjà mourantes parce que certaines avaient déjà mis la clé sous le paillasson, d'autres étaient agonisantes, d'autres avaient pignon sur rue. Il n'a pas continué. Dès qu'il a fait cela, pendant qu'on attendait qu'il nous dise qui paye ou bien dans quelle direction on va, il a commencé plutôt à regarder les fonctionnaires fictifs, c'est-à-dire qu'il a fait une politique, il brûle l'avance, et à la fin, personne ne sait où il en est avec tout cela. C'est pour vous dire que l'État est un mauvais payeur, il est autant plus mauvais payeur que l'État n'est même pas capable de rembourser aux entreprises les crédits de TVA qui constituent une dette due. C'est-à-dire que les gens ont payé en trop, il faut leur restituer leur avoir, l'État ne peut pas, n'arrive pas. Donc, demander si l'État est un mauvais payeur, c'est une vérité de la palisse. Tout le monde sait que notre État, pour ce qui est des entreprises locales, des PME, l'État n'honore généralement pas ses engagements à temps. Et force est de remarquer que quand il s'agit du paiement de la dette extérieure, l'État est toujours à jour. Toujours à jour. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun retard par rapport, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle la dette extérieure, la dette vis-à-vis du Fonds monétaire international, etc. Peut-être parce qu'il y a des programmes qui suivent et parce que l'État attend tout le temps qu'on lui donne et il est obligé d'honorer ses engagements. Donc, demander si l'État est un mauvais payeur, l'État est un mauvais payeur. Maintenant, on n'a pas dit tout à l'heure de qui fait quoi dans cette affaire. Il faut noter que c'est une prérogative des communes, des collectivités territoriales, mais cette prérogative est concédée à une structure privée. Donc, quand vous concédez un travail à quelqu'un du secteur privé, vous devez être au moins prêt à payer la note dès lors qu'il vous dépose sa facture. Donc, aujourd'hui, nous nous rendons compte que l'État n'a pas pu payer sa dette, les communes non plus, parce que les communes même doivent être financées par l'État, qui ne paye pas sa dette et qui ne remet pas aux communes ce que les communes doivent avoir comme, puisqu'il était convenu dans le dernier texte que les communes devraient avoir 15%, 15% d'un certain montant. Il est de notoriété publique que l'État n'a pas honoré ses engagements encore à ce niveau, pour des raisons qu'on nous raconte. Oui, les compétences ne sont pas entièrement transférées, oui, ces gens n'ont pas la compétence de faire ci, de faire cela. Il est établi que, pour le moment, soit nous avons des difficultés de trésorerie, auquel cas, il faut le dire, soit l'État est un mauvais payeur de mauvaise foi. Bon, je ne sais pas quelle est la thèse à retenir, mais ce qui est certain, c'est que nous constatons que la société Isakam, depuis plus d'une semaine, n'est pas en train de travailler. Et ça pose un problème. Ça pose un problème de salubrité, ça pose un problème d'hygiène, ça pose un problème de commodité. Parce qu'on a de la peine à circuler en ville, parce qu'il y a des mouches partout. Ce n'est pas une grande première, parce que nous l'avons aussi vu, ce genre de choses, en 1991. Quand nous sommes tombés dans les plans d'ajustement structurel, il y a eu tellement de problèmes d'ordures ménagères à Douala que la Banque mondiale a été obligée de créer ce qu'ils ont appelé dimension sociale de l'ajustement avec un programme social d'urgence où on a écarté les sociétés pour demander aux communes de s'organiser. Et puis, c'est la banque, c'est le monsieur, comment on l'appelle encore, monsieur Ateba et monsieur Moutekami qui est encore au FNE. C'est eux qui ont organisé l'enlèvement des ordures ménagères à Douala avec des ONG qui enlevaient les ordures et on a pu mettre la propreté. Ça veut dire que peut-être nous sommes au port de la situation de 91, c'est-à-dire prêts à entrer encore dans un
comment dirais on appelle ça, dans le plan d'ajustement structurel, qui nous conduirait, n'est-ce pas, vers un programme d'urgence, etc. Je n'en sais rien. Mais je veux tout simplement comparer cette situation à celle de 91 pour vous dire que personnellement, je suis inquiet quand je vois ce genre de choses. Parce qu'il a été toujours démontré que l'État essaye de s'arranger avec ISACAM pour que le pays n'arrive pas. Et puis ce travail est un travail très sérieux. Okay. Parce que quand vous allez dans les marchés, vous voyez les gars d'ISACAM qui commencent à travailler à 21h et ils travaillent jusqu'à 5h du matin pour balayer les marchés, pour enlever les... Bon, maintenant là, c'est en train de s'entasser. Je ne sais pas ce qui va être fait, mais ce qui est vrai, c'est que les Camerounais des villes, particulièrement, doivent s'interroger, pour ne pas dire s'inquiéter. Voilà. Serge Mebikoy, vous venez de Yaoundé, la côte d'alerte est atteinte là-bas? Oui, bien sûr. Vous savez, ça concerne les grandes métropoles, notamment Yaoundé et Douala. Oui. Lorsque vous parcourez plusieurs quartiers de la ville de Yaoundé, que ce soit Biémassi, Efoulan, Ekounou, Mimboman, entre autres, des tas d'immondices jonchent justement ces différentes rues-là. Et nous avons tenté de travailler là-dessus de manière à pouvoir en savoir davantage. C'est vrai que les services de la communication n'étaient pas suffisamment tissés de manière que l'on puisse justement présenter un ensemble de causes là-dessus. Mais lorsque l'on essaie un peu de jeter un regard rétrospectif, notamment sur l'historicité du fonctionnement de ISACAM, on constate véritablement qu'il y a anguille sous roche. Le premier problème essentiel, c'est celui des tensions de trésorerie consécutives, elles aussi, à l'accumulation des factures impayées par l'État et les collectivités territoriales décentralisées. Parce qu'il faut relever que ISACAM est depuis des années sous contrat avec l'État et les collectivités territoriales décentralisées. Lorsque l'on essaie un peu d'évaluer justement cette dette-là, elle s'évalue au moins au bas mot, à 10 milliards de francs CFA. Et ça montre véritablement que... Le DG parle de 8 mois d'accumulation. Hein? Oui, 8 mois d'accumulation. Et vous savez que ce n'est pas la première grève. Oui, c'est pas la première. ISACAM, une autre grève a eu lieu notamment en décembre 2020, où l'on parlait justement des mêmes problèmes. Donc on est aujourd'hui dans le circuit de la reproduction des mêmes tas qui se produisent, parce qu'en réalité, ce sont ces tensions de trésorerie qui restent demeurent. Bon, et aujourd'hui, on avait réfléchi par le passé à une situation de monopole dont dispose aujourd'hui ISACAM, parce que la communauté urbaine de Yaoundé à l'époque, c'était Gilbert Timikouna qui avait justement introduit ce projet-là pour créer cette interaction avec un autre groupement de manière que l'on puisse sortir de ce monopole, de cette situation monopolistique. Et il avait choisi quelques arrondissements de Yaoundé. Les arrondissements Yaoundé 3e, Yaoundé 6e et Yaoundé 7e. Mais jusqu'ici, l'on s'est rendu compte que le projet est resté lettre morte parce que jusqu'à l'heure actuelle, ce travail n'a pas été justement fait. Qu'est-ce qui a coincé? On se pose toujours des questions. Vous savez, c'est bel et bien d'avoir des idées dans ce sens, mais l'on se rend compte que cette idée n'a pas germé. Il y a également un autre problème que l'on peut davantage relever, à savoir celui lié au fait qu'aujourd'hui, il y a un problème de fond, parce qu'il y a quelques paradoxes également que l'on peut relever. Parce qu'en même temps, il y a des tensions de trésorerie, en même temps, on constate que le président directeur général de ISACAM a acquis en août dernier 100 camions pour justement permettre de restaurer cette propriété-là dans les grandes métropoles et de faire restaurer ce système de nettoyage systématique à travers la fréquence des camions. Mais vous vous rendez compte que ces 100 camions avaient été acquis à hauteur de 12 milliards de francs CFA. Or, aujourd'hui, il faut préalablement éponger la dette de 10 milliards pour justement payer les salaires des différents employés. Donc, lorsque l'on voit des crédits contractés pour l'achat de ces camions. Oui, lorsque l'on voit donc ces différents facteurs de paradoxe qui traduisent le fonctionnement de ISACAM, il y a véritablement anguille sous roche. Aujourd'hui, on réfléchit sur le système de collecte qu'il faut véritablement implémenter. C'est d'autant plus qu'aujourd'hui, les grandes métropoles sont caractérisées par cette démographie galopante et qui s'accompagne d'ailleurs de cette nomenclature d'immondices que l'on peut voir justement ici et ailleurs. De toutes les façons, ça nous permet aujourd'hui de questionner
le système de l'éducation à l'environnement, le système de collecte des ordures ménagères, et de questionner également le poids. Aujourd'hui, l'État est confronté à une pesanteur, parce qu'aujourd'hui, on parle d'une conjoncture qui est aujourd'hui chancelante. C'est la raison pour laquelle on n'arrive pas davantage à répondre ces aides-là. De toutes les façons, on commence davantage. André Luther Meka, est-ce qu'on parle de... On est à quelques mois du début de la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que l'État a autre moyen? L'État peut... Est-ce que l'État est en fait obligé de solder cette dette, hein? Donc il y a les touristes qui vont arriver. Qu'est-ce qu'on fait? On continue comme ça avec l'État d'immondice? Disons que je n'ai pas la maîtrise du dossier. Je ne sais pas si c'est l'État qui est le seul prestataire des ISACAM. L'État et les collectivités territoriales décentralisées. Collectivités territoriales décentralisées. Serge Bicol disait tout à l'heure que la société ISACAM avait pu avoir près de 100 camions. Oui, 100 camions. Pour mois d'août. Mois d'août. Et en fait, moi, je fais deux constats. Le premier constat, c'est qu'il a pu trouver un certain nombre de moyens pour pouvoir acheter 100 camions. Et le deuxième constat, c'est que depuis qu'il y a la CAN, je constate que tous les prestataires au Cameroun veulent couper la tête de l'État. Bon, peut-être que c'est l'occasion qui crée le larron. Voilà. Et que du fait que nous avons un événement qui est nettement planétaire, oui. Et il faudrait, n'est-ce pas, que même les prestataires les plus fidèles puissent, n'est-ce pas, nous être infidèles. Donc, moi, je pense que... Vous voyez un peu de chantage ? Toujours, toujours. Comment toujours? Non, parce que ce qui est évident, c'est que le camarade Michel Ngapanou, oui. C'est une société notamment qui était française, qui a été nationalisée, il y a les actionnaires. Ça veut dire qu'ils peuvent trouver un certain nombre de moyens pour pouvoir activer la société et se faire payer. Parce que la première fois, effectivement, lorsqu'il y a eu ce genre de grève, je crois que l'État avait payé. On n'a pas fait une communication là-dessus. Je crois que c'est l'une des deuxièmes grèves qui, nettement... Et tout cela était à la veille, soit de la CHAN, soit... Oui, maintenant c'est à la veille de la CAN. Voilà. Je crois qu'il y a... je crois que le camarade... Vous croyez que le timing n'est pas choisi au hasard? Tout à fait. Bon, le camarade Ngapanou... Ah, c'est votre camarade? Oui, on a fait la campagne à Douala. Et comment votre camarade vous fait du chantage? Non, mais c'est un homme d'affaires. Hein. C'est un homme d'affaires qui, nettement, a besoin, n'est-ce pas, d'un certain nombre de moyens pour pouvoir activer sa société. Et c'est tout à fait de bonne guerre. Mais il faut qu'il ait le sens patriotique de savoir qu'il peut mobiliser ses actionnaires. Il peut faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il travaille et puis l'État peut payer. Maintenant, je suis d'accord avec le grand frère, notamment sur les compétences des communes. Donc ces compétences sont dévolues normalement aux communes. Moi, je pense même qu'il faudrait qu'on essaye, n'est-ce pas, de transférer ces compétences à ces communes-là. Il y a souvent, le jeudi à Douala, on parle de journée de propreté, on ne voit pratiquement rien, mais il y a des commissions là-dessus dans les mairies qui prennent beaucoup d'argent pour rien du tout. Et je pense qu'il est important que ces collectivités décentralisées-là puissent opérationnaliser ces méthodes-là pour pouvoir faire la propreté. Parce que, nettement, on comprend qu'aujourd'hui, avec les problèmes de trésorerie qu'il y a, on ne peut pas nier cela. Vous savez, on a des problèmes de crise politique, il y a un certain nombre de problèmes aujourd'hui. Il est important que les prestataires de l'État puissent se faire harakiri et accompagner l'État dans le cadre, n'est-ce pas, de ses missions. Mais ça fait quand même je voudrais dire que c'est d'autant plus dangereux pour le camarade Ngapanou de nous exposer comme ça la veille de la CAN, parce que... Il vous expose comment? Non, moi je veux dire, lorsque... Et comment il fait pour arrêter? C'est les employés qui ont décidé de bloquer Nkolfoulou et ici la direction générale. C'est pas Ngapanou qui était... Les employés demandent leur salaire. Oui, bien sûr. Les salaires sont pas payés, vous voulez qu'ils fassent comment, les employés? Oui, bien sûr. Bon, quand vous êtes quelqu'un d'un peu avisé, à quelques 2 mois de la CAN, et puis il y a les ordures partout, ce qui est évident, c'est que l'État est sous pression, l'État doit payer. Oui. Moi, je pense qu'il était important pour lui de pouvoir rassurer les actionnaires, de pouvoir mettre un peu de sous pour accompagner l'État. Mais il a justement dit qu'avant le 1er novembre, une partie sera versée aux employés. Quitte à ce que l'État puisse payer par la suite. Et je crois qu'il y a aussi une parade. Il faudrait que les communes puissent se mobiliser pour pouvoir faire la propreté dans les villes. Je crois que les communes devraient même avoir des camions
du matériel de propreté dans leur circonscription, lorsque Isacam est en défaillance, qu'ils prennent le relais en attendant qu'un certain nombre de contrats soient signés avec les communautés décentralisées, collectivités décentralisées. Et l'équipement, il y a la CAN qui est là, Isacam a su jouer. Non, je suis gêné. L'État est dormi. Non, il ne faut pas te gêner. Hein. Je suis gêné d'écouter mais qu'à parler de son camarade de parti, qui est un chef d'entreprise, et je dois dire qu'il faut faire attention. Vous savez, gérer une entreprise, c'est des dispositions qu'on doit prendre. Quand vous faites une confusion entre des investissements pour une centaine de camions, un investissement comme celui-là rentre dans un plan monté depuis des années et qui peut faire l'objet de crédits qui vient à un moment donné. D'ailleurs, ça tombe à point nommé parce que à l'approche de la CAN, ça aurait pu servir pour faire mieux du travail. Oui, ça va servir. Voilà, donc on se sent là soupçonné qu'il ait pu dépenser et de laisser le salaire. Je crois que c'est à tort. Par ailleurs, vous parlez d'un sens patriotique. Mon cher Luther, je crois que ce mot-là, arrêtons de l'utiliser n'importe comment. On ne peut pas en vouloir à M. Ngapanou qui fait son travail de manière dévouée, et c'est ça le patriotisme, d'en avoir pas un sens patriotique. Je voudrais tout simplement vous poser la question. Non, mais c'est lui qui pose la question. Non, enfin, c'est par rapport à ce que vous avez dit. Okay, si à la Camer, les dettes de l'État, il n'y en a pas aussi. Est-ce que là, il y a un problème de patriotisme? Donc, il faut tout simplement comprendre que nous sommes dans une situation difficile, que ce soit l'État, avec l'ensemble du contexte qu'on a aujourd'hui, que ce soit les entreprises, parce que la dette intérieure est énorme pour l'État et ça fait souffrir les PME. On est dans une situation compliquée et je crois qu'aujourd'hui, nous devons ensemble plutôt chercher les portes de sortie, mais pas de mettre sur le dos des uns ou des autres. Parce qu'actuellement, même si l'État avait fait pas mal de choses avant, on est aujourd'hui en situation de Covid, situation de guerre, situation politique étriquée, et je crois qu'il est temps de se poser des bonnes questions pour trouver les solutions. Sauf que je vais revenir à la loi, M. Saint-Jalin, et de dire, les collectivités territoriales décentralisées où les exploitants prennent obligatoirement en charge les dépenses afférentes aux opérations de tri, de collecte, de transport, de mise en décharge. Si on me dit les collectivités territoriales, peut-être que je n'interprète pas bien la loi. D'où vient-il que l'État soit encore dans cette histoire? Voilà. C'est la question qu'on se pose. Alors, nous devons migrer vers là. Mais pour migrer vers là, les textes sont bien. C'est clair. Pour migrer vers là, si vous me dites c'est clair, je peux vous assurer que je travaille au quotidien dans les textes. La plupart des textes sont clairs. En effet. Sauf que si vous prenez les responsables de ce pays, j'ai bien peur de penser que l'autorité de l'État trompe certains fonctionnaires qui croient que cette autorité leur confère la compétence dans les textes. Raison pour laquelle, vous voyez qu'un texte comme celui-ci est assez clair, on dit là-dedans qu'il faut un plan même de collecte et de tri sur 5 ans. Si nous allons dans une de leurs collectivités locales, pouvons-nous voir un plan de collecte et de tri des déchets? Je doute. Alors, il faudrait bien que les textes aujourd'hui soient bien appliqués, non seulement par nos élus, mais tous ceux qui sont dans le travail de l'État. Parce qu'on a des textes qu'on n'applique jamais. On parle aujourd'hui des déchets, mais si on revient à l'ensemble de notre vie au quotidien, c'est la même chose. Cela étant, Serge Alain, j'ai cru entendre tout à l'heure de Alain Meka que... André Meka que il faudrait que les communes prennent en main. J'espère que les politiques sont à table et qu'ils vont nous confirmer qu'effectivement la décentralisation va leur permettre de le faire. Parce que même s'ils ne prennent pas en main, j'ai bien l'impression qu'aujourd'hui, ils sont encore coincés par cette centralisation qui ne les libère pas. Et on se trouve là face à une situation assez compliquée. Mais je crois que pour la CAN, il va falloir tout simplement que l'État et les collectivités locales puissent discuter très rapidement avec Isacam et qu'on mette à contribution tous les maires des collectivités pour permettre qu'on puisse s'en sortir de cette situation. Voilà, Emmanuel Kounié, est-ce que la situation de monopole est un problème véritable?
C'est un problème. S'il y avait d'autres... Parce qu'aujourd'hui, c'est près de 15 villes qui ont ces problèmes de collecte d'ordures aujourd'hui. Oui, ce n'est pas bien. C'est un problème parce que s'il n'y avait pas le monopole, même dans la ville de Douala, on aurait certaines communes qui s'en sortiraient, d'autres qui ne s'en sortiraient pas. Maintenant qu'il y a cette situation de monopole, dès que ça crache, partout, même à Yaoundé, un peu partout. Donc ça, c'est le premier problème, n'est-ce pas, de centraliser tout sur un seul pôle. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on a dit d'où vient l'État dans cette affaire. Voilà, ça, c'est une bonne question qui a été posée. L'État entre dans cette affaire parce que nous avons un État menteur. Un État qui se trompe lui-même, qui fait un recensement des populations, qui donne des chiffres erronés. Parce que quand vous prenez une ville comme Douala, vous dites que Douala a 3 millions d'habitants. D'ailleurs, quand vous regardez les chiffres électoraux, on vous dira qu'il y a 2 900 000 combien. Alors que tout le monde sait que Douala a au moins 5 millions d'habitants. Du coup, toutes les politiques publiques que vous allez mettre en place ne fonctionneront pas. Parce que vous allez faire des politiques publiques en tenant compte, n'est-ce pas, d'une population qui n'est pas la vraie population. Du coup, Isakam, la communauté urbaine, qui en réalité a cette charge, passe un contrat avec Isakam, parce que c'est à la communauté urbaine qui signe le contrat de concession avec Isakam. Et se dit, j'ai une population de 2,5 millions ou de 3 millions d'habitants, donc je mets une dotation de tel montant. Mais quand Isakam va sur le terrain, Isakam, il y a un pont bascule. Quand il ramasse des ordures, il pèse les ordures, il facture en fonction des ordures collectées. Et les ordures collectées qui proviennent, n'est-ce pas, d'une population de 5 millions d'habitants deviennent trop importantes. La communauté urbaine ne peut plus payer, l'État doit entrer dans l'affaire. Parce que l'État est à l'origine de cela, pour la simple raison que la population de Douala, qu'on déclare, n'est pas la vraie population. Et c'est valable pour les écoles, c'est valable. On vient vous mettre un lycée ici, alors que cette population a besoin de 3 lycées. On vient vous mettre la carte sanitaire, la carte scolaire. Tout est faussé parce que les gens pensent qu'en disant que la population de Douala est très petite, on va se retrouver avec le Vouri, on va dire qu'il n'y a que 1931 personnes dans le Vouri. On le savait les enchiches, il y a 9 députés. On va dire dans le sud, il y a 600 000 dans le sud, on met 11 députés, etc. Tous ces tripatouillages qui sont des tripatouillages politiques électoraux font qu'aucune politique publique ne peut fonctionner parce que nous ne savons même pas combien nous sommes dans la ville de Douala. Alors quand vous avez un État qui ne fait pas des efforts pour connaître, je vous ai dit une fois ici, même les limites des territoires, les maires ne connaissent pas les limites des territoires. Alors vous attendez quoi des gens comme ça? Donc ce qui est certain, c'est que l'État se met donc en sapeur-pompier en se disant, allez-y quand même, dès que ça bloque, j'interviens. De temps en temps, l'État met de l'argent, et à un moment donné, l'État met en difficulté. Les communes ne savent pas quelle est la population. Ils ne savent pas comment quelle est la quantité d'ordures qui est produite. Et quand bien même, ils ont fait une déclaration, c'est des tripatouillages entre les agents qui pèsent les ordures dans les charges, qui augmentent même les montants, qui augmentent les quantités, etc. Ça va dans tous les sens. Parce que l'État lui-même est un État tricheur. Quand vous trichez sur les populations, alors vous ne pouvez plus mettre sur pied des politiques publiques qui puissent permettre, n'est-ce pas, de faire le travail pour ces populations. Voilà le fond du problème. Voilà le fond du problème. Maintenant, est-ce que les collectivités territoriales décidées doivent se prendre en charge? Moi, je crois que ce problème est un problème global. Le Cameroun n'est pas un saucisson où on va couper un morceau et qu'ici c'est pas pourri, c'est pourri par là. Alors, si l'État doit, si chaque commune doit avoir cette responsabilité, l'électricité également, la production d'électricité est une responsabilité de la commune. L'approvisionnement en eau potable est une responsabilité de la commune. Donc, tout cela est concédé. Les communes sont complètement en retrait. Et vous voyez que aujourd'hui, en matière d'eau, tout le monde se débrouille à Douala. La société d'eau ne satisfait plus les populations. Ne parlons plus des néos avec les délestages. Maintenant, ça devient l'enlèvement des ordures ménagères et on ne sait plus dans quelle sauce on va nous manger demain. Donc, c'est tout simplement un État qui est en train de perdre la main sur ses responsabilités. Et comme la commune est un des membres de l'État, on va vous parler de décentralisation. C'est des gros mots inutiles. Je crois que ces gens-là devraient rester tranquilles au lieu de nous rabâcher les oreilles. On parle de décentralisation. On va vous amener on va dire, on a créé comment vous appelez encore ça, des régions. On va vous mettre un président de région qui doit gérer toute la région du littoral, qui va avoir un budget de 3 milliards.
et le délégué de gouvernement pour le maire de la commune de la grande commune de Douala va avoir 54 milliards. Alors, vous pensez que ces gens, il n'y a même pas de bon sens dans ce qu'ils font. Donc moi, je crois qu'il est question que peut-être qu'il faut faire les états généraux du fonctionnement de ce régime pour pouvoir leur dire, écoutez, vous avez fauté partout, mettons les bases. Parce qu'ils n'ont plus ni carte ni boussole. Ils n'ont plus carte ni boussole, ils sont perdus complètement. Maintenant, tout le monde se plaint, on dit, monsieur Ngapanou, c'est la veille de la canne. Oui, c'est la veille de la canne. Il a acheté les camions, oui, il a acheté les camions. Mais attendez, quand vous allez dans une banque, vous demandez un crédit pour acheter les camions, ce crédit, c'est acheter les camions. Oui. Vous ne pouvez pas détourner cela pour aller payer le Et la banque qui vous donne l'argent, vous êtes à payer les camions. Et non pas, n'est-ce pas, pour détourner cet argent de son objet. Donc je pense sincèrement que ces gens doivent s'asseoir. Et c'est normal qu'on arrive à ça. Parce que quand vous êtes dans un régime où il n'y a jamais le conseil des ministres, chaque ministre est président de la République dans son ministère, on arrive à ce genre de situation de confusion généralisée. Parce que pour ma part, je ne suis pas surpris. Et je m'attends à ce que dans les jours qui viennent, que ça se passe comme ça un peu partout. Moi, je voudrais réagir au pif. Je voudrais réagir au pif parce que lorsqu'il y a un discours démagogue, il faut le déconstruire. Parce que quand il parle du recensement, pour démontrer, n'est-ce pas, l'échec de l'État, il veut manipuler. Parce qu'on peut aussi interroger l'efficience et la performance des entreprises qui sont les prestataires de l'État. Alors, quand on remet, moi je ne voudrais pas questionner comment l'entreprise Isacam, n'est-ce pas, s'organise pour pouvoir, n'est-ce pas, faire ses prestations à l'État en termes, n'est-ce pas, de services, en termes d'efficacité et en termes, n'est-ce pas, de rendement par rapport à ce qu'on attend de lui. Donc là aussi, on peut aller interroger, n'est-ce pas, les prestations de services et l'efficacité de l'entreprise par rapport à son rendement. Si aujourd'hui, on met l'État devant ses responsabilités par rapport à une dette, on peut aussi questionner le fait que lorsque l'argent est payé, est-ce que Isacam fait normalement son travail? Parce que quand vous voyez ces ordures qui... lorsque vous voyez... Non. Vous interrogez le travail d'Isacam? On peut aller dans ce sens. Oui. On peut aller dans ce sens, à savoir... Quelles sont quelle est, n'est-ce pas, la proportion du matériel? Quel est le nombre d'heures de services qu'ils font tous les jours dans les quartiers? Et quels sont le nombre de chauffeurs et d'agents? On peut aller à ce niveau pour voir si effectivement il y a une péréquation, une adaptation. Personne n'a empêché l'État de le faire. Non, c'est juste pour vous dire, j'aborde dans votre sens pour vous dire que vous pouvez peut-être croire qu'il s'agit là d'une défaillance de l'État par rapport, n'est-ce pas, au problème de recensement, alors que l'entreprise elle-même peut être défaillante par rapport à son organisation et par rapport, n'est-ce pas, à la distribution, aux moyens qu'on met en place pour qu'elle puisse servir le peuple. Et je voudrais conclure en disant que le procès qu'on fait toujours à l'État est un mauvais procès. Le fait de mettre toujours l'État en avant par rapport à un certain nombre d'échecs, c'est aussi un problème d'échec, n'est-ce pas, des entreprises, d'avoir une défaillance, n'est-ce pas, de paiement des employés, alors qu'on peut faire une planification par rapport aux ressources qu'on a. Puisque dans la gestion... Donc pour vous, en dehors du terme, le problème, c'est Isacam. Non, c'est pas ce que je dis. Mais les entreprises ont une responsabilité devant nous. Non, ce que je dis, c'est qu'un manager, c'est aussi la planification. Oui. C'est-à-dire, il doit planifier et savoir qu'il y a des ressources propres et des ressources extérieures par rapport, n'est-ce pas, à un certain nombre de ressources qu'on doit avoir pour faire fonctionner l'entreprise. Est-ce que vous sentez une espèce de surenchère à la veille de cette Coupe d'Afrique des Nations de la part de... Mais c'est évident, c'est partout dans tous les services. C'est possible, vous savez, il y a... lorsque l'on conçoit des mouvements d'humeur, ces mouvements d'humeur ne sont pas justement opérationnalisés à tort et à travers. C'est tactique, c'est stratégique, ça obéit à un ensemble de stratagèmes pour justement mettre l'État dos au mur. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que lorsqu'il y avait la première grève, notamment en décembre 2020, c'était à l'approche justement du Chan. Et justement, et le problème a été épongé à une hauteur de 8 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, maintenant, à l'approche de la CAN, on saisit également... Je crois que le matériel est là. Exact. On nous a dit, le matériel est là, c'est pour rendre les villes plus clean. On saisit donc la balle au bon pour justement créer justement ces différentes stratégies en termes de grève. Mais moi je pense qu'ici là, ça nous permet aujourd'hui de réfléchir de manière globale. Parce que j'ai écouté à la fois Emmanuel Kounié et André Luther Mika.
ça montre véritablement qu'il y a anguille sous roche de part et d'autre. C'est vrai que dès le départ, on peut criminaliser l'État parce qu'en réalité, c'est l'État qui est aujourd'hui une espèce de macrostructure qui devrait justement réglementer cet ensemble de problèmes. Même si nous ne sommes plus à l'État, sous le règne de l'État paternaliste, mais vous voyez, Providence. Voilà, l'État-providence. Mais vous constaterez que ces différents déterminants qui ont participé à fragiliser l'État devraient également permettre aux différents acteurs de se remettre en question et de voir dans quelle mesure on peut justement adopter des stratégies et des démarches pour justement remédier à cela. Mais on a l'impression que on ne pense pas véritablement le développement des grandes métropoles. Parce qu'aujourd'hui, on parle des ordures ménagères, parce que ça rentre là dans l'aménagement urbain de façon globale. Et ça nous permet aujourd'hui de questionner les politiques publiques en matière d'aménagement urbain, en matière d'aménagement de la ville, parce qu'en réalité, nos villes aujourd'hui sont des villes poubelles. Parce qu'en réalité, l'on se rend compte qu'il n'y a pas une stratification formelle qui est davantage opérée de manière que l'on puisse retrouver à tel endroit ou bien à tel autre de manière stratifiée la ville. Or, la ville, les grandes métropoles aujourd'hui sont des espaces qui sont justement où l'on constate à la fois les bars dancing, les marchés, les écoles, les centres de santé, les terrains de football, entre autres. Moi, je pense que s'il n'y a pas de politique publique en matière d'urbanisme, en matière d'urbanisation, on sera toujours confronté à temps et à contre-temps un ensemble de problèmes. Et là, maintenant, ça interpelle l'État. Parce que c'est l'État qui doit concevoir ces politiques publiques en matière d'aménagement urbain, en matière de restructuration de la ville. Mais si aujourd'hui on a des problèmes basiques en matière d'ordures ménagères, ça montre véritablement qu'il faut questionner l'État de façon globale et pour voir véritablement où chacun a l'étalon de responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, les prestataires de services dont on parlait justement des lutteurs, c'est vrai qu'à ce niveau, on rentre là-dedans le management des projets pour voir dans quelle mesure chacun a une responsabilité dans la faillite de tel projet ou bien de tel autre. Mais en réalité, on est là dans un ensemble pour établir les responsabilités à la fois individuelles et collectives pour justement voir comment on peut trouver des solutions dans ce sens à court, à moyen et à long terme. Voilà, effectivement, nous sommes là 8 mois, selon le PDG Michel Nkapanoun, nous sommes à 8 mois de prestations non payées. Et on voit ce que ça donne aujourd'hui. Est-ce que on peut dire que le PDG n'a pas été assez patient? Ça veut dire qu'il y a moins d'un an, on a donné 8 milliards aussi. Mais il n'est pas que ça. C'est un cadeau. S'il vous plaît, permettez. Ça veut dire qu'un bon manager aussi peut faire une très bonne programmation de salaire. Il n'a pas bien planifié. Je dis qu'il y a moins d'un an, il a reçu 8 milliards. Non, je ne dis pas que c'est un cadeau, mais ça permet quand même de faire une planification, même sur un an. André Lutta fait bien d'introduire mon propos parce qu'on est là en plein dans la gouvernance. Que ce soit la gouvernance publique ou la gouvernance privée, c'est le même type de gouvernance. Alors, si vous reprochez à ISACAM, il faut bien reprocher à l'État. Parce que c'est les mêmes logiques de planification, mais l'autre est privé et l'un se trouve dans la logique de développement. Alors, ceci dit, je crois quand même que dans les propos de M. Kounié, on peut trouver quelque chose de réel. Parce que je vous dis, la planification ici dans les textes, on dit bien, chaque commune doit faire une planification sur 5 ans. C'est déjà une logique stratégique de planification. Et quand c'est planifié, si la population est connue, on peut envisager de savoir par personne quel volume de déchets on peut avoir et sur 5 ans, prévoir convenablement. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure en disant on peut interroger ISACAM à savoir s'il n'y a pas de problème. Il est payé au kilo, monsieur Luther. Il est payé au kilo. Donc, il ne va pas aller inventer des kilos lorsqu'il peut c'est compté. Quand bien même il aurait l'intention de tricher, il revient encore aux collectivités locales qui ont le soin de contrôler et de vérifier qu'il fait bien son travail. Cela étant, on est là face à un réel problème de gouvernance. Étant entendu que sur un train, c'est la locomotive qui tire les wagons. Par moment, on est bien obligé de taper sur l'État. C'est la locomotive. Et le privé investit pour la rentabilité. Non, mais l'État a des partenaires. L'État a des partenaires. L'État a des partenaires.
avec qui ils engagent le développement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire... Bon, moi, s'il vous plaît, permettez que je finisse. C'est un débat... Je voulais tout simplement dire... C'est un débat de gouvernance, parce que... C'est tout. On peut également interroger la gouvernance des ACAM, parce que, bien évidemment, 8 milliards, c'est pas 8 bonbons, quand même. S'il vous plaît. On a donné 8 milliards... Je suis d'accord que vous interrogez, mais nous ne sommes pas dans cette position-là. Parce que quand je parle de l'efficience, je parle en termes du fait que vous avez reçu nettement 8 milliards d'un partenaire il y a moins d'un an, et vous savez que le partenaire, avec les problèmes qu'il a sur le plan de trésorerie, vous pouvez faire, n'est-ce pas, un programme. Vous faites tout ceci, des salaires, vous mais au moins c'est d'un an, pour pouvoir, n'est-ce pas, juguler les aléas qu'il peut y avoir avec les prestataires qui vendent. Et je reviens encore sur la programmation, sur l'efficience même sur le terrain. L'efficience sur le terrain. Vous allez constater, c'est connu de tous les Camerounais, que Isacam, effectivement, il y a certains quartiers qui ne passent pas, il y a un certain nombre de déficits. Est-ce que ça a été planifié? Merci, on revient après le journal, parce que dans un instant, Nadine Yambou sera là, comme tous les vendredis. On se retrouve pour Equinox Soir, deuxième partie, après justement le 20h de Nadine Yambou, comme tous les vendredis.